Madame, monsieur, bonsoir. Si vous avez plus de 18 ans, vous avez plus que probablement déjà reçu votre convocation électorale. Sur cette convocation, une date, le 26 mai 2019. C'est à cette date-là que nous allons aller voter. Dans cette émission, nous allons nous concentrer sur le scrutin régional qui concerne donc des matières pour la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles. La formule est la suivante. Pas de débat entre partis politiques, mais bien un débat entre un parti politique et la réalité de terrain, je dirais, en mettant en face à ces candidats des acteurs du monde associatif, du monde syndical et de la société civile. Place aujourd'hui aux listes d'Eustex, un nouveau parti sur l'échiquier politique wallon. Nous accueillons Laurence Genot, Adeline De Vestel, Benjamin Dubuc et Philippe Westovens. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. En tout cas, sur ce plateau. On va entamer le débat dans un instant, mais avant cela, je me dois aussi de présenter notre politologue du jour, Jean-Benoît Pilet, professeur de sciences politiques à l'ULB, est avec nous. Il va débriefer cette émission tout à l'heure avec moi. Alors, on entame directement le débat, tout d'abord face aux syndicats. Avec nous, en effet, et face aux candidats, trois syndicats, les trois syndicats traditionnels. La FGTB, représentée par Guy Failly. Bonsoir. La CSC, représentée par Denis Grégoire. Bonsoir. Et enfin, la CGCLB, représentée par Bertrand Jenkers. Bonsoir. Voilà, trois messieurs devant vous. Alors, on va essentiellement parler, dans un premier temps en tout cas, d'emploi. On va parler d'économie aussi, et puis d'enseignement et de formation. On est parti pour 20 minutes. Le chrono est enclenché. Il démarre à l'instant, ou presque. Voilà. Allez, première question. On parle donc d'abord de l'emploi, les conditions aussi d'emploi en Wallonie. Alors, du côté syndical, régulièrement, et malheureusement, je dirais, on descend dans les rues pour se plaindre des conditions de travail. Du côté syndical, qu'avez-vous envie de demander à ce parti qui est nouveau, dont on ne connaît pas encore, je dirais, le contenu? Qu'avez-vous envie de demander à ces candidats? Et surtout, quelle est votre réalité que vous avez envie de rendre compte aux candidats? Monsieur Failly? Mais effectivement, on a eu en Wallonie, en tout cas ces derniers mois, des sujets de mobilisation extrêmement importants concernant notamment les aides à l'emploi, plus particulièrement dans le secteur non marchand, mais évidemment le secteur marchand avec les aides aux entreprises est aussi concerné. Nous, on voulait savoir évidemment ce que vous pensez de cette réforme APE qui a mobilisé à la fois le monde syndical, mais aussi les fédérations d'employeurs qui voyaient dans la réforme initiée par le ministre actuel une manière de contenir un petit peu l'emploi dans le secteur non marchand et de lui imposer des contraintes qui, au contraire de favoriser l'emploi, allaient le déstructurer. Alors, dans un secteur de l'autre côté de la table? Alors, nous voulons aller plus loin encore que les maires au niveau de la réforme APE. Donc, je reviens justement, puisqu'on me donne l'occasion de revenir sur ce blocage où on dit que c'est Mme Potigny qui a fait sauter le gouvernement et que c'est à cause de ça qu'on n'a pas su voter cette loi. Or que Alain Destex avait bien dit qu'il voulait bien suivre le MR et ne rien changer par rapport aux engagements qui ont été pris. Donc, c'est pour une toute autre raison qu'ils n'ont pas voulu signer cette réforme APE qui aurait pu être faite dans les délais. Voilà, donc ça c'était ce point-là. Alors par rapport au secteur du non-marchand, l'APE, qu'est-ce que c'est? Donc aide pour l'emploi. Alors ok, mais à côté de ça, est-ce qu'on n'a pas trop justement de ces aides pour l'emploi dans les syndicats, dans les mutuelles, dans les partis politiques? Et donc, aujourd'hui, on a 53% du PIB qui sont utilisés pour des dépenses publiques. Et nous, on voudrait vraiment les réduire comme nos pays voisins. Donc, on voudrait aller à 45% de ces dépenses publiques par rapport au PIB. Et donc, c'est créer de la richesse par rapport au secteur privé, mais pas des emplois dans le secteur public. Et donc, on voudrait vraiment progressivement faire diminuer ces emplois des APE et les transformer par des emplois dans le privé qui sont des créateurs de richesse et qui sont des créateurs d'emplois également. Mais alors comment combler ce trou là où les points APE sont attribués? Alors, le faire progressivement. Donc, on n'a pas dit du jour au lendemain, on les supprime. Donc, c'est une progression, un peu comme chaque fois qu'il y a une nouvelle réforme, on ne claque pas des doigts et du jour au lendemain, tout est changé.
Alors, nous, on voudrait vraiment insister sur les secteurs privés, à partir du moment où, dans notre programme, vous l'avez certainement lu, on souhaiterait que les charges sociales sur le deuxième emploi soient enlevées. Donc, pour le moment, c'est déjà le cas sur le premier emploi. On voudrait vraiment favoriser cela et encore des réductions supplémentaires sur le troisième emploi, parce qu'il faut vraiment aider les employeurs. Et ici, j'ai pris un petit graphique, je suis allée chercher ça sur Statbel. Et donc, si on voit aujourd'hui, on a au total 842 531 entreprises. On en a 674 000 qui font 80% des entreprises qui n'ont aucun salarié. Donc ça veut dire que ce sont des TPE, donc ce sont des petites entreprises. On a à côté de ça 0,04% de très grandes entreprises. Elles constituent 375 très grandes entreprises. On a 4 308 grandes entreprises qui constituent 0,51% et les PME qui constituent 19%. Et donc aujourd'hui, et là, je suis d'accord avec les syndicats de dire qu'on aide trop les grosses entreprises. C'est ce que vous disiez un petit peu tout à l'heure. On aide trop. Mais à côté de ça, est-ce qu'on aide vraiment les indépendants et les TPE? Et c'est là où nous, on veut agir. Et c'est là où, si on considère que la moitié des TPE peuvent engager une personne, cela peut permettre de créer 340 000 emplois. Et donc là, on peut renouveler d'une façon différente et créer une autre richesse. Alors, je reviens de l'autre côté de la table. Cette volonté de diminuer les points APE, notamment dans les services publics, pour les autres syndicats, est-ce que vous pensez que ça pourrait faire mal, ça ? Certainement. En tout cas, il faut savoir que le système APE permet de financer et de donner de l'emploi à des gens dans des secteurs vraiment essentiels pour la collectivité. Ce sont des gens qui aident des personnes à domicile, les personnes âgées, qui s'occupent des enfants au niveau des administrations publiques, qui permettent aussi à nos administrations, aux communes de bien fonctionner. Sur ce plan, d'ailleurs, la liste de STEC, c'est très clair. L'emploi public, c'est presque en mots une insulte. Non, ce n'est pas une insulte, vous exagérez. Enfin, dans votre programme, il est effectivement très clair que on respecte les policiers. Pour 2 départs à la pension de fonctionnaires, et vous ne comptez en remplacer qu'en poste. Donc ça, c'est assez clair. Il est marqué aussi de miser surtout sur l'emploi privé pour redynamiser l'économie. On est tous d'accord, on voudrait tous effectivement que la Wallonie se transforme un peu comme certaines parties de la Flandre, où des entreprises, des PME émergent comme cela. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a effectivement des questions de formation. Évidemment, la formation, je suis entièrement d'accord avec vous. On va y revenir après. Mais la question, c'est de savoir vraiment quelle est votre vision de l'économie et du rôle joué par les pouvoirs publics et par l'État dans ce système économique, en particulier par rapport au domaine des soins de santé, de l'éducation, des soins aux personnes âgées. Alors, par rapport aux soins de santé, notre deuxième suppléante sur la liste régionale Namur, c'est Jacqueline Delaby, qui est infirmière. Elle travaille au CHR de Namur. Et elle m'a envoyé le mois dernier donc son programme par rapport à notre programme actuel. Elle a demandé d'ajouter des points. C'était en train de se faire, donc je suppose que maintenant vous l'avez certainement lu. Donc, sur ce programme, on parle des conditions de travail. En fait, elle ne souhaite pas une augmentation salariale, parce que parfois aussi, les gens se disent « oui, mais c'est parce qu'ils veulent toujours plus d'argent ». Eh bien, aujourd'hui, on doit vraiment parler de bien-être au travail. Et ça, c'est très important. Et donc, Jacqueline, elle nous dit qu'elle veut avoir plus de temps pour s'occuper des patients. Et je trouve que là, on a vraiment un rôle social à jouer. C'est très important. Et si on diminue des points APE, etc., comment vont-ils faire alors ces personnes? Je pose la question innocemment. En fait, augmenter l'emploi, OK, mais il n'y a pas que l'emploi sur lequel on peut jouer pour diminuer les dépenses publiques. Vous l'avez certainement aussi lu dans notre programme. On veut diminuer les mandataires publics de moitié, les intercommunales qui sont hyper coûteuses. Enfin, on ne va pas revenir sur les affaires Publifin et Netis, ça ne sert à rien, tout le monde les connaît. Mais donc, toutes ces intercommunales qui sont une pompe à pognon, on va le dire, donc là, redonnons-le pour les travailleurs. Et là, c'est important. Ce n'est pas avec quelques dizaines d'emplois que vous allez en créer des milliers. Ce n'est pas quelques dizaines, monsieur. Vous avez vu combien il y a de cabinets en Belgique, combien il y a de ministres. Si on divise tout ça de moitié, c'est quand même beaucoup de personnes qui peuvent être classées autrement. Je reviens à la question de M. Grégoire. Que proposez-vous, donc, si je comprends bien, pour aider les policiers, les puéricultrices, les infirmières, etc., si on supprime les points APE? En gros, je résume, M. Grégoire. Les policiers ne bénéficient pas de points APE et par rapport à ce système. Public, donc, voilà, donc nous, au niveau du régalien, dans notre programme, on l'a vu, pour la sécurité et la justice, on a un programme très performant. Mais par contre, pour tout ce qui est soins hospitaliers,
voilà, redonner aussi l'envie à certains pensionnés qui ont envie d'être bénévoles. Et là, c'est un secteur aussi où on peut favoriser certaines personnes qui ont envie d'être actives et il faut les encourager aussi. Et donc là, c'est un secteur qui est porteur, parce que voilà, on dit que la pension, c'est plus longtemps, mais parfois aussi, on sait qu'il y a des gens qui ont 65 ou 67 ans. D'ailleurs, on en a une sur notre liste aussi qui a 71 ans, qui est bénévole pour le Saint-François. Donc voilà, on a toutes des personnes comme ça qui aiment être actives et qui aiment être aux soins des autres. Et donc là, on peut utiliser ces personnes qui ont envie de donner de l'effort, de donner du confort aux autres. Donc voilà, ça c'était un point. Et pour revenir sur les soins hospitaliers, donc là aussi, c'est dans une enveloppe, pas uniquement sur l'emploi, mais sur les soins de santé. On voit qu'il y a un gaspillage au niveau du matériel. Donc elle est infirmière, elle travaille au CHR, et elle nous dit, moi je suis scandalisée quand je vois parfois le matériel qu'on achète. On achète des immenses quantités, et au final du matériel pas utilisé ou qui n'est pas nécessaire ou pas adapté. Et donc là, au niveau des conditions de travail, il y a un vrai travail à faire, c'est de rationaliser et de dépolitiser toutes ces structures qui parfois n'ont pas une bonne gouvernance et n'imaginent pas vraiment ce que c'est les dépenses publiques. Bien, alors, réflexion de la table. Je propose qu'on passe au sujet suivant, l'aide aux entreprises pour la création d'emplois, donc comment favoriser l'émergence d'entreprises. Du côté syndical, est-ce que vous avez des réflexions dans ce domaine ou des questions? Moi, j'ai une réflexion. En fait, un très grand défi pour la Wallonie, c'est la digitalisation. Et donc, j'aurais voulu savoir un petit peu quelles idées vous aviez pour un peu apporter votre soutien aux entreprises et aux travailleurs pour cet immense défi. Donc voilà, si je peux encore répondre parce que c'est je précise peut-être que tous les candidats peuvent parler autour de la table. C'est pour vous, c'est pas pour moi. Donc il va s'occuper de l'enseignement, il va s'occuper du climat et de la migration mobilité. Donc voilà, on s'est organisé un petit peu. Donc voilà, donc pour revenir à cette question d'aide, donc comme je l'ai déjà souligné tout à l'heure, nous on souhaite vraiment encourager la recherche et développement. Donc parce que aujourd'hui sur la scène internationale, la Belgique est très très performante et il faut l'encourager. Et donc on a déjà ici à Namur le TRAC, où il y a déjà des Fab Labs et des choses qui sont bien constituées par rapport à ça. Et il faut encourager, mais il faut encourager par des aides. Et donc, je reviens justement de dire, enlever ces aides pour le secteur public, mais les remettre dans le secteur privé pour encourager la recherche et développement. Et c'est là où nous, on veut créer de la richesse, parce que là, c'est un système de pointe. Et si on y met les moyens, on y arrivera. Bien, OK. Alors, oui, vous voulez intervenir ? Non. Je laisse faire. On va enchaîner. On a pris la moitié du temps face au syndicat pour maintenant parler enseignement et formation. Alors, sur le plan de l'enseignement, on le disait d'ailleurs dans d'autres débats avec d'autres partis, un des constats, c'est que, on manque de plus en plus de professeurs, d'enseignants, etc. Ce n'est pas forcément facile. Du côté syndical, est-ce que vous avez la même lecture de la société actuellement et du monde de l'enseignement? Et quelles sont les questions que vous voulez poser aux partis? Dans l'enseignement comme dans les soins, dans tout le secteur, je dirais, du non-marchand, il y a des besoins énormes qui sont là. On sait aussi que les personnes qui travaillent dans ce secteur-là sont confrontées à des conditions de travail souvent très difficiles. Le nombre de burn-out, de personnes qui sont en arrêt maladie à cause justement de la pénibilité au travail. Donc, il y a une nécessité clairement de renforcer ces secteurs. Dans le secteur de l'enseignement, on est face à un système complètement dualisé. Donc récemment, vous le savez, sans rentrer dans le sujet de la polémique ou de la positionnement par rapport au tronc commun, au moins, l'idée est quand même d'essayer de mettre en terme à cette dualisation de l'enseignement. Je voudrais savoir un peu ce que propose la liste de STEX dans ce domaine, en sachant que vous êtes très clair par rapport au tronc commun ou au décret inscription. C'est la suppression que vous réclamez, mais avec quelle proposition venez-vous pour lutter justement contre ce système d'enseignement dualisé? Là, je vais essayer de céder la parole à Benjamin. Ici, en fait, au niveau donc, de la liste de STEX, dans le programme, ce qu'on aimerait bien, c'est revenir un petit peu aux valeurs avec lesquelles, je veux dire, moi et d'autres plus vieux ont eu au niveau de l'enseignement, savoir des connaissances, mais surtout du savoir. Parce qu'à l'heure actuelle, on apprend beaucoup de choses, on déparpille un petit peu, à l'heure actuelle, les cours dans le tronc commun, alors que les savoirs comme l'histoire et tout ça, on essaie de les retirer au fur et à mesure. Pourtant, c'est quelque chose qu'on a besoin de savoir. Ici, par exemple, je suis désolé, mais une conjugaison, on ne l'apprend plus comme dans le passé, alors que les gens de maintenant ne savent même plus écrire sans faute d'orthographe. Même moi, j'en fais encore de temps en temps parce que j'étais entre les deux générations. Et ça, c'est quand même grave parce que maintenant, quand on arrive dans un emploi, la première chose qu'on fait en CV, les 3/4 du temps, il y en a certains qui le disent, ils ont plein de fautes d'orthographe. Ce qui ne devrait même pas arriver. Que ce soit une ou deux, ça peut passer, mais pas 10.
Et ici, c'est ça qu'on aimerait bien, c'est revenir un petit peu à l'ancien système où il faut avoir toutes ces connaissances, donc le savoir, mais la connaissance aussi derrière de l'histoire, de la géographie, des langues, parce qu'ici on parle des langues, mais je veux dire en Wallonie on apprend une deuxième langue assez tard, moi je trouve qu'on devrait l'apprendre plus tôt pour permettre aux jeunes justement de se diversifier, donc apprendre soit le néerlandais, soit l'anglais, voire l'allemand aussi qui est quand même une langue nationale. Après, je veux dire, pour tout ce qui est formation technique et professionnelle, le gros problème aussi au niveau des écoles, c'est qu'ils n'ont plus les moyens de suivre la technologie. Moi, à mon époque, je veux dire, je vais prendre dans le cas de l'électromécanique, la CNC, donc ces télécommandes à machine numérique, existait déjà depuis belle lurette. On venait seulement de la recevoir. Donc, comme monsieur parlait tantôt de la digitalisation, le problème, c'est que les écoles sont en retard. Ils n'ont plus ces moyens-là. Et je crois que le mieux, c'est de retrouver ce moyen-là et en même temps d'aller dans le secteur, je veux dire, d'aller chercher un patron, d'alterner entre la formation et l'école pour apprendre plus vite. Parce que le fait d'aller sur terrain, ils vont apprendre beaucoup plus vite les nouvelles technologies et quand ils sortiront, ils auront un CV beaucoup plus conséquent. Monsieur Failly? Oui, mais justement, deux choses. Un, on sait que la communauté française, ou Bruxelles, est exsangue. Elle manque d'argent à la fois pour acquérir du matériel, qui est de plus en plus coûteux, et aussi pour avoir des formateurs qui savent utiliser ce matériel et assurer les formations. En ce qui concerne la formation en alternance, justement, moi je fais partie de ce qu'on appelle la chambre emploi-formation du bassin de Namur-Dinant, et le constat que nous faisons interlocuteurs sociaux, c'est-à-dire patronat et syndicats, c'est que justement il manque de place de stages pour dans les entreprises. Et donc, comment résoudre ce problème? Si l'alternance est effectivement un bon moyen d'insertion dans le travail, il faut aussi qu'il y ait des entreprises qui mettent des places à disposition. Que prévoyez-vous dans votre programme pour inciter les entreprises à peut-être accueillir plus de stagiaires et les former quelque part? Ici, peut-être trouver une alternative pour donner à la limite une allocation au niveau des entreprises pour permettre justement d'engager, je veux dire, pendant les études, l'étudiant, qui lui permettra justement d'apprendre sur terrain exactement ce qu'il a besoin à la sortie de ses études. Ici, par exemple, si on sait donner à un élève, à la place d'avoir 3 semaines de stage, mais d'en avoir peut-être 6 ou 9 sur un an, ça permettra justement d'aider ce jeune et peut-être derrière, en même temps, de donner un engagement à ce jeune au niveau de la société. Et l'avantage que la société aura avec cette allocation, c'est justement d'ouvrir ce poste. Vous avez budgétisé ça dans votre programme? Non. Honnêtement, non. Je reviens sur la question de M. Grégoire qui parle des burn-out réguliers et du manque d'enseignants. Qu'avez-vous prévu dans votre programme pour accompagner l'enseignement, pour aussi peut-être susciter les vocations d'enseignants, parce que c'est un peu ça le problème, et comment accompagner l'enseignant au mieux du début de sa carrière à la fin de sa carrière? Dans votre programme, qu'avez-vous prévu? Ici, au niveau du programme, je veux dire, je ne sais pas vraiment s'ils ont prévu quelque chose pour régler cette chose-là. Maintenant, je pense qu'à l'heure actuelle, les jeunes sont aussi beaucoup plus durs à gérer qu'avant. Avant, je veux dire, on arrivait, je veux dire, le jeune avait peur du professeur. C'était un monsieur, on le respectait. À l'heure actuelle, quand on voit les classes, les jeunes n'ont même plus peur de répondre au professeur. Avant, je veux dire, un professeur, s'il disait on arrête, on arrêtait. Maintenant, les jeunes continuent, à la limite, il faut les sortir, ils sont sous contrat disciplinaire. Et je crois qu'au début aussi, parfois, c'est un manque d'éducation dès le départ. D'accord, mais ça, on ne va pas pouvoir changer ça en un claquement de doigts, je suppose. Dans notre programme, mais alors, dans votre programme, que prévoyez-vous pour accompagner les enseignants de manière générale, pour les aider, puisque, effectivement, la réalité terrain est plus dure qu'avant? Pour les aider, il faudrait à ce moment-là, je veux dire, peut-être donner un cours ou donner une formation pour essayer de cadrer les jeunes, ce qui n'est pas totalement facile parce qu'un jeune n'a pas le même caractère qu'un autre. Maintenant, est-ce que c'est mieux de donner une formation ou alors de mettre sur le terrain pour voir la réalité en face et voir s'ils sont aptes ou pas à le faire? Parce que beaucoup de professeurs, en fait, aiment leur boulot, mais une fois devant une classe, comme vous dites, ils partent en burn-out parce qu'ils ne sont pas aptes à gérer une classe de 20-25 élèves. Bien. Alors, oui, M. Jenkers? C'est pour continuer sur les jeunes, puisqu'on est en train d'en parler. Donc, j'ai vu dans votre programme que vous souhaitiez supprimer toutes les allocations pour quelqu'un qui n'avait jamais cotisé. Donc les jeunes vont être les premiers pénalisés, puisque cette allocation, qui est déjà pas très importante et limitée dans le temps, leur permettait parfois de payer leur transport, etc., pour aller postuler dans les zonings, etc. Et donc, pourquoi cette mesure? Là, j'ai du mal à comprendre. Maintenant, moi, je veux dire, à l'heure actuelle, je veux dire, quand moi je suis sorti des cours, il faut savoir que pour l'instant, la première année, on est en stage d'attente, donc on ne touche rien du chômage. Mais par contre, dans le cas d'une offre d'emploi, normalement, le Forum rembourse le ticket de transport pour aller se présenter. Oui, mais quand il n'y a pas moyen d'aller autrement qu'en voiture, puisqu'il y a de plus en plus de zoning qui se développent, ou principalement pour les gens qui habitent le sud de la province?
Là, c'est vrai que ça devient un problème. Et donc, nous sommes d'accord. Ces gens auront encore plus de difficultés après. Là, à ce moment-là, alors c'est trouver peut-être une alternative avec la tech ou le chemin de fer par rapport où ça se situe, remettre peut-être une ligne en plus pour permettre à ces jeunes de pouvoir, je veux dire, prendre le bus et d'être remboursés après par le forêt. Moi, je vais rebondir là-dessus parce que moi, j'ai 46 ans et quand j'ai commencé ma carrière, directement en sortant de l'école, j'ai trouvé du boulot tout de suite et mes parents étaient là aussi pour me conduire et donc de trouver des solutions. Et moi, j'habitais dans un village, on n'avait pas la possibilité non plus d'avoir accès et je pense que maintenant, on régresse. Donc, il y a la solidarité aussi des parents qui peuvent encourager leurs enfants à chercher du travail, ça existe. Mais et donc, on doit aussi... Mais s'ils travaillent, mais vous pouvez parfois, plutôt que de prendre un jour de congé pour aller en vacances, mais moi je préfère aller conduire ma fille pour aller se présenter pour une place de travail, voyez. Donc la priorité des congés, elle est là aussi. Et donc pour moi c'est valorisant. Monsieur Fay, vous n'êtes pas d'accord? Vous n'allez quand même pas prendre congé tous les jours, puisqu'on demande aux jeunes de faire des recherches d'emploi sous peine d'exclusion. Et donc, il ne faut pas remettre sur les parents la charge qu'on fait peser sur les jeunes. Moi, je trouve que vous êtes en train de déplacer la notion d'obligation des services publics sur les parents. C'est assez insensé. Je ne remets pas la charge sur les parents, mais si les parents étaient parfois aussi un peu plus accompagnants avec leurs enfants, quand vous devez au travailler niveau de à deux l'enseignement pour cadrer bouts. les classes, on aurait plus de discipline aussi. Et c'est une question d'encadrement. Quand c'est l'anarchie, quand les parents n'aident pas, quand les parents, ils sont là aussi pour une autorité parentale, vous savez. Ouais. Ceci dit, les jeunes n'ont pas toujours leurs parents à côté d'eux et avec eux. Ça, c'est une réflexion plutôt personnelle. On arrive au terme de cette première partie. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose du côté syndical? Pour rebondir sur l'exemple qui est dit, effectivement, je pense que ce n'est pas le rôle des parents de suppléer en une absence de service public. Or, si on regarde effectivement le programme de la liste de ce texte, j'ai quand même vraiment l'impression que la priorité n'est pas au développement, que ce soit de l'offre de services en bus ou en train, sur le volet, même si c'est peut-être pas l'objet du débat, sur le volet mobilité, il y a très peu de choses. Ne vous inquiétez pas, on va en reparler, puisqu'il y a une partie consacrée notamment au climat, avec les jeunes qui vont être avec nous tout à l'heure dans l'émission. Donc je propose qu'on mette une petite parenthèse sur ce débat, on continuera après. Je remercie les syndicats de nous avoir rejoints sur ce plateau. C'est la fin de cette première partie d'émission. On passe maintenant à une partie débat consacrée à la société civile. C'est parti. Et on débute cette partie, en fait, pendant que tout le monde s'installe et prend place sur ce plateau, avec une question citoyenne. Nous sommes allés en province de Namur pour recueillir un petit peu les questions des citoyens lambda que l'on croisait dans la rue, en l'occurrence ici sur un marché. C'est une question de Sonia sur les biens de première nécessité. Alors, ce n'est pas forcément un domaine wallon, c'est plutôt fédéral, mais de manière générale, elle va vous poser une question et on va attendre votre réponse par la suite. On l'écoute. Moi, j'aimerais bien savoir si c'est possible que la TVA sur l'électricité repasse à 6%, puisque c'est un produit de première nécessité. Donc, ce serait normal qu'elle repasse à 6%. Comme tout produit de première nécessité, d'ailleurs. Voilà, c'était un domaine fédéral, hein, cette taxe sur l'électricité, mais ici au niveau wallon, il y a moyen aussi de changer peut-être les choses. Et en tout cas, de manière générale, sur les biens de première nécessité, que faut-il faire par rapport à cette taxation? Alors vous avez 1 minute, le chrono s'affiche, vous avez 1 minute pour répondre à madame. Voilà, donc nous, dans notre programme des listes d'Estex, nous avons prévu de rabaisser la TVA de l'électricité à 6%. Et comme le dit cette dame, nous sommes tout à fait d'accord pour apporter du pouvoir d'achat aux citoyens. Et c'est une belle façon de réduire la TVA sur les biens de nécessité. C'est très important. On ne se rend pas compte, mais parfois, j'en discutais lors d'un meeting. On parlait justement du climat, de l'électricité, des centrales nucléaires, avec le prix, on en discutera tout à l'heure, mais par rapport au prix de l'électricité, 10 € pour une personne qui est dans la précarité, eh bien, c'est très important. Et donc, je pense qu'il faut vraiment en tenir compte. Pour les biens de première nécessité, au niveau des femmes, donc vous savez qu'on a des besoins aussi tous les mois d'acheter des besoins, des tampons ou des choses, ce n'est pas un sujet tabou. Et bien donc, il a fallu se battre pour ça. Et je vois que justement, sur le plateau, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de femmes. Et donc, on a besoin aussi d'avoir de l'aide. Et comme ce ne sont pas toujours les hommes qui sont au pouvoir pour débattre de ça, eh bien, c'est important. Donc, allons-y.
Bien, allez. Ceci dit, ne vous inquiétez pas, dans les autres débats, c'est le hasard du casting. Hein, mais on a beaucoup de femmes en général et on essaie d'équilibrer. Et on équilibre d'ailleurs, et d'ailleurs, on demande aux partis, pour info pour les téléspectateurs, de venir de manière équilibrée, hommes-femmes. Voilà votre réponse à cette question. Alors, on passe donc dans cette partie débat face à la société civile et on accueille Grégory Leclerc. Bonsoir. Bonsoir, qui représente le Perron de Lillon. En fait, c'est une EFT, une entreprise de formation par le travail basée à Namur. Nous saluons également Geoffrey Aspiazu, si j'ai bien prononcé, j'espère. Voilà. Bienvenue en tout cas, vous représentez la MIRESEM, la mission régionale pour l'emploi de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Et puis nous avons également avec nous deux jeunes qui viennent nous parler donc essentiellement du climat. On salue Augustin Bollu de Namur, qui est un habitué des débats et qui est très motivé en tout cas. Et on salue Xavier Houbaille à ses côtés. Bonsoir, bienvenue. Xavier vient de la région de Philippeville. On parlera de débat donc dans un instant. On commence par le secteur associatif. Alors du côté de la MIRESEM, vous côtoyez, vous, au quotidien, des demandeurs d'emploi, mais aussi des entreprises, puisque votre but, c'est de mettre en liaison les demandeurs d'emploi ou en formation avec les entreprises et de tenter de décrocher après du travail pour ces demandeurs d'emploi. Alors, vous, dans votre réalité au quotidien, quels sont vos constats, quels sont peut-être les problèmes que vous vivez au quotidien, et donc quelles sont vos demandes par rapport aux partis qui se présentent aux élections? Donc bonsoir, merci pour l'invitation déjà. Je vais faire le lien justement avec la fin de la première partie et parler plus précisément de mobilité, puisque dans le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse, un des freins les plus importants pour accéder à l'emploi, c'est justement la mobilité. Quel est le problème? Et c'est justement qu'on a un service public, une offre de transport en tout cas qui est trop faible. Et donc, je vois dans votre programme que vous voulez développer l'offre de services de transport en commun. Oui. Malgré tout, vous voulez quand même diminuer les dépenses publiques. Et donc, du coup, ma question, c'est comment vous pouvez développer cette offre de transport en commun? Quel coût aussi? Parce que je n'ai pas vraiment d'informations de coût. Donc voilà. Alors, qui répond chez vous? Je veux répondre, Moi, pour raison professionnelle, je ne veux pas le faire. Ah oui, pour raison professionnelle, on a une personne qui travaille à la SNCB, une personne qui travaille chez Infrabel, donc je vais répondre à cette question. Donc voilà, au niveau des transports en commun, effectivement, c'est un problème généralisé. Donc tout le monde en parle, il y a un manque. D'ailleurs, on a supprimé des petites gares et là, c'est dommageable. Donc, je crois qu'une petite marche arrière serait nécessaire pour que les gens puissent se déplacer plus facilement, trouver un emploi aussi plus facilement. Mais maintenant, au-delà de trouver un emploi, il y a les gens qui travaillent et il faut favoriser pour moi le télétravail aussi. Donc c'est quelque chose, aujourd'hui on en parle, il y en a qui commencent à le faire et dans l'analyse que j'ai faite sur Stadbel, j'ai vu qu'aujourd'hui on a plus ou moins 70% du PIB qui constitue les services, donc les sociétés de services. Donc ceux qui font du service, alors tous les services ne peuvent pas le faire, mais la majorité aujourd'hui peut le faire avec une ligne Internet. On peut vraiment s'adapter à ce système, on peut faire du télétravail et ça facilite beaucoup. On peut faire des réunions Skype, tout est adapté pour ça, WhatsApp. Enfin, moi, je fais beaucoup de réunions sur Internet. Oui. Et voilà, ça évite les déplacements. Attention, madame, on parle ici de jeunes en formation. Donc, le télétravail, c'est un peu plus difficile. Je veux même aller plus loin ici par rapport à... Vous parlez de télétravail, évidemment, ça ne fonctionne pas pour tous les secteurs. Non. Si je prends par exemple les secteurs qui engagent par rapport à, je veux dire, à la MIRESEM sur le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse, on engage essentiellement, enfin, en tout cas les secteurs où on trouve des offres d'emploi, c'est essentiellement le nettoyage. Je vois mal une technicienne de surface faire du télétravail. La vente, je vois mal aussi dans un supermarché faire du télétravail. Même chose dans le parquet jardin, tout ce qui est métier manuel, c'est d'office compliqué. Donc, fatalement, pour tout ce qui est secteur des services, secteur tertiaire, c'est faisable, mais pour tout ce qui est secteur primaire, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. En gros, moi je repose la question peut-être, comment pouvez-vous proposer plus de bus, de transport en commun pour pouvoir aller de son lieu de formation à l'entreprise ou à son école simplement, ou à son lieu de travail? Voilà, quelle est votre proposition? Je pense que c'est aussi une volonté des transports en commun actuels de remettre des lignes et de voir le coût des lignes, parce qu'on ne dessert pas aujourd'hui
aujourd'hui assez les villages. Notre chef de file pour le fédéral, elle habite à Houillet, Custine, donc c'est un petit village. Elle veut vraiment se battre pour ramener justement de la mobilité dans les quartiers. Et là, c'est un vrai problème. Alors, le chiffré, je pense que c'est le débat de tous les partis politiques sur la table aujourd'hui. Tout le monde en parle. Donc, nous, on n'a pas encore chiffré, mais il faut le faire. Et ça, c'est une évidence. Il faut remettre de la mobilité, il faut remettre les bus dans les villages. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on en a supprimé tant. Bien. Alors, on reste un peu dans le domaine de la formation avec Le Perron Dillon, qui est donc une entreprise de formation pour le travail, avec notamment un restaurant d'application ici, donc sur la région namuroise. Alors, vous, dans le domaine de la formation pure, quels sont vos constats, vos problèmes peut-être, et donc vos demandes? Alors, on remarque effectivement, même sur Namur, une série de problèmes liés à la mobilité. Vous évoquez la question des transports en commun, mais dans vos 10 priorités, la seule partie qui touche à la mobilité, c'est la réparation des routes. Donc là, on ne voit pas une priorité clairement établie. Je vais juste terminer sur cette mobilité. Mais je laisse ça de côté, libre à vous de répondre ensuite. Moi, j'ai une question liée plus particulièrement au secteur qui, moi, me touche en tant que travailleur, c'est l'économie sociale. On a bien entendu l'importance du privé à vos yeux, et on peut être bien d'accord sur l'importance de soutenir les PME sur la création d'emplois. Aujourd'hui, en Wallonie, il y a tout un secteur qui s'est développé, qui a une spécificité. Il est à la fois subsidié, mais il a aussi une activité économique. Avec la particularité que cette activité économique, elle sert à créer de la formation, créer de l'emploi pour les personnes les plus fragiles qui ne trouveraient pas sur le secteur privé. Donc, mais en prenant une part de l'activité économique qui pourrait être prise par une PME ou par une grosse entreprise. Quelle est votre position par rapport à ce secteur? Parce que politiquement, les avis sont souvent très différents. Mais pour ce secteur, moi j'encourage fortement à aider les personnes qui auraient plus difficile de trouver dans le privé, parce que c'est l'inclusion. Et donc, on n'en a pas parlé dans l'enseignement, mais je trouve qu'il faut aussi laisser la place à l'inclusion des personnes à besoins spécifiques. Et je me réjouis qu'il y ait vraiment une activité qui le permette. Mais par rapport à cette question, j'ai aussi relevé ici le PIB. Donc, en Wallonie, on a 24% du PIB belge. On a 32% de la population de la Belgique en Wallonie et 24% du PIB. Et donc, c'est pour ça que nous, dans notre programme, on veut vraiment favoriser le privé parce que c'est le créateur de richesse. Parce que comment est-ce qu'on peut donner de l'argent au pouvoir public si on n'en a pas ? Et donc, réellement, il faut que les entreprises travaillent pour régénérer de la richesse et pour pouvoir donner au pouvoir public et avoir une solidarité avec les personnes comme vous encadrez. Et je trouve que c'est formidable ce que vous faites. C'est sympa, mais vous ne répondez pas en fait à ma question. Je suis désolé. On est sur une particularité avec des structures qui ont une activité économique, donc sur le champ de l'activité économique de façon globale, mais qui ont pour particularité d'utiliser leurs recettes pour faire de l'action sociale ou de l'emploi d'insertion. Contrairement au monde privé qui légitimement, effectivement, développe de l'emploi, mais crée aussi de la richesse pour le patron et les actionnaires. Ben, je pense avoir répondu en disant que c'est en créant de la richesse qu'on va pouvoir aider et avoir une solidarité pour les pouvoirs publics et refinancer justement cette partie où il y a une vraie place pour les personnes qui ont plus difficile. Mais donc, est-ce que vous êtes plutôt sensible alors à supprimer l'activité économique des entreprises d'économie sociale pour les subsidier pleinement, ou bien à les laisser prendre une chance sur l'activité économique ? Là, c'est un peu un double débat. Je pense qu'il faudrait vraiment analyser avec les chiffres et ne pas répondre comme ça dans le vague. Je pense qu'avec des chiffres et de voir au niveau du secteur ce qu'on peut faire au niveau du secteur privé et ce qu'on peut faire au niveau du secteur public, mais il est évident qu'il y a là une vraie demande sur le secteur public. Et là, il faut vraiment aider ces personnes. Ceci dit, soyons peut-être concrets. Avec le restaurant du Perron Dillon, vous générez des bénéfices parce que vous vendez des repas, c'est ça. Et ces bénéfices-là, à la limite, on veut vous les prendre. Enfin, certains projets veulent donc faire ça, oui, mais alors, est-ce que c'est aussi ça la question? Est-ce qu'il faut laisser des bénéfices? Est-ce que, voilà, il y a une concurrence évidemment dans le secteur, mais... Donc, ça, c'est très précis, donc je ne vais peut-être pas aller si précis que ça. Ma question, elle est fondamentale. Dans notre activité, 1/3 de nos moyens sont des moyens publics et 2/3 viennent de notre activité économique. Mais ça finance 100% de l'action. Ça veut dire 50 personnes en formation, 15 emplois d'insertion, avec un staff, effectivement, qui est financé notamment par l'APE. Et donc, si on n'a plus cette activité économique, et si on veut maintenir l'activité qu'on crée et les emplois, il faudra que la région compense aux 2/3. Je ne suis pas sûr qu'elle en soit capable, même avec un soutien accentué du secteur privé.
Je pense justement que c'est l'avantage de structures comme les nôtres, et pour être à différents niveaux dans des discussions européennes, certains pays européens trouvent justement une originalité dans cette partie et que c'est essentiel dans le développement aussi de leur région, mais plus d'un parti ont plutôt envie de supprimer ça et que le privé s'occupe de l'activité économique et que les autres structures soient purement subsidiées. Donc, a priori, du côté d'Istex, pour ou contre, en fait, c'est ça la question. Moi, je rejoindrai quand même monsieur, parce que je pense qu'il faut encourager les personnes qui ont des besoins spécifiques et qui ont plus difficile sur le marché de l'emploi. Et donc, on doit aussi catégoriser, parce qu'on ne doit pas non plus mettre tout le monde dans le même sac. Et je pense que là, il y a une vraie possibilité d'aider les gens. Et moi, je suis pour encourager cette action. D'accord. De manière générale, la formation par le travail, est-ce que vous êtes pour ou contre? Les stages en entreprise, est-ce que vous êtes pour ou contre? Si on globalise. Bien sûr qu'on est pour. Ouais. On est pour parce que c'est sur terrain qu'on apprend le mieux. Que ce soit un maçon, que ce soit un technicien, peu importe. Je veux dire, il aura plus facile à comprendre sur terrain parce qu'à l'école, on apprend vraiment les structures de base. Moi, je vais prendre mon cas dans l'électromécanique. On va nous apprendre tout ce qui est loi, ce qui est règlement au niveau de l'électricité, de la mécanique, les formules. Mais sur terrain, on va vraiment apprendre ce qui nous est utile et ce qu'on a besoin en formation. Par exemple, à ce moment-là, en revenant de terrain, je sais bien que nos anciens profs nous demandaient « Tiens, qu'est-ce que vous avez pris en plus ?» Et eux, parfois, justement, notaient ça pour essayer de combler le manque qu'on avait à l'école. Et ici, je crois que parfois, ce serait bien d'y revenir. Et donc, on est totalement pour aller en formation un peu plus que maintenant. Donc peut-être, comme je disais tout à l'heure, 6 à 9 semaines au lieu de 3 semaines, pour justement améliorer ce manque qu'il y a de travail sur le terrain. Très bien. Une dernière question sur le plan associatif, peut-être du côté de la MRSM ou enfin... Pas spécialement. Moi, non, là, sur le moment, je n'ai pas spécialement de questions. Je reste toujours sur ma faim par rapport à la mobilité, puisque je n'ai pas vraiment de réponse par rapport à cette offre qui pourrait être développée. Effectivement, on reste toujours bloqué, et je suis conscient aussi que dans les autres listes, ça doit être compliqué. Une petite sur la migration, donc je pense que c'est plutôt votre secteur, si j'ai bien compris. Donc dans vos priorités, on note en point 3, un peu comme un slogan, freiner l'immigration, réussir l'intégration. Et dans les éléments qui sont développés, c'est imposer un test d'intégration. J'aurais aimé savoir de quoi il s'agit et comment on aide les gens à s'intégrer en les laissant en centre fermé. Voilà, Madame. Donc, le test d'intégration, c'est surtout pour voir s'ils ont bien acquis donc, notre culture à nous. Donc, voir aussi s'ils ont acquis le français. Donc, parce que dans l'intégration, on espère qu'ils apprennent le français pour trouver un emploi, donc c'est leur but quand même. Ensuite, voir un petit peu la place de la femme aussi, parce qu'on est bien d'accord, pour certains musulmans, la femme est mise sur le côté et ne peut pas travailler. Pour exemple, moi, dans mon boulot, il y a des musulmans qui refusent obstinément que je les contrôle. Donc ça, c'est déjà une intégration donc pour voir si l'homme a bien compris que chez nous, ça se passe comme ça, la femme travaille. Et alors, comment comptez-vous faire sur le plan purement pratique, alors, pour ce test, si je comprends bien? Oui, donc le test, c'est pour donc un test avec... donc pour vérifier avec une personne en face d'eux qui leur demande et un suivi. D'accord, on parle de parcours d'intégration aussi en Wallonie. Mais construit le parcours, justement, oui. Ce parcours d'intégration pour aider Adeline. Donc, sur le parcours d'intégration, ce qu'on veut vraiment, c'est que les gens s'intègrent. Donc, moi, j'ai fait aussi un petit tableau, parce que j'aime bien les chiffres. Hein, oui, je vois, c'est bien. Voilà, c'est mon ancien métier. Moi, j'avais un bureau comptable, donc j'analyse les chiffres. Donc, j'ai été chercher les chiffres sur StatBel de la nationalité antérieure des personnes ayant acquis la nationalité belge en 2017. Alors, pour vous, quelle est la première nationalité qui apparaît avec 13,6%, qui est la plus importante d'une population? Ah, pour moi, je m'en moque, en fait. Voilà, mais je vous le dis. Pour moi, dès le moment auquel cas la nationalité belge... pas les rôles, madame. Vous vous présentez aux élections. C'est la question sur l'intégration. Donc, je vais vous répondre, c'est le Maroc. Et donc, nous avons 13,6% de Marocains qui ont demandé la nationalité belge, qui l'ont acquise. Et ensuite, on a la Roumanie avec 5,4%. Et donc, j'ai fait la différence entre les deux. Les Roumains, c'est une communauté laïque. C'est d'abord l'État et puis la religion, et ils sont à 80% orthodoxes. Ça ne pose pas vraiment de problème de ce côté-là. Ensuite, nous avons le Maroc, donc là qui est le premier avec 13,6%. Donc, nous ne sommes pas des racistes. Moi, j'aime beaucoup les personnes étrangères. J'en ai beaucoup dans mes amis et on a aussi sur nos listes. Mais à côté de ça,
c'est un État musulman souverain et l'islam est la religion avant l'État. Et donc, ce qu'a dit Adeline, c'est que par rapport à ça, pour nous, c'est très important et c'est fondamental que les personnes qui viennent chez nous acceptent notre culture. Donc, nous avons une culture et elle est importante. On a une histoire et il faut la respecter. Quand je vois ce qui s'est passé le mois dernier à Schaerbeek, moi, je ne me crois plus en Belgique. Je suis désolée. Quand on vient jeter des pierres sur les policiers, sur une école et sur... où sommes-nous? Mais où sommes-nous? Que devient Bruxelles? Moi, ça me fait très peur. Et à Namur, ici, ça commence. Et donc, à un moment donné, l'égalité homme-femme est prépondérante. Et s'ils ne veulent pas accepter cela, je pense qu'ils ne doivent pas venir chez nous et nous imposer leur culture. Ils doivent adhérer à notre culture. Bien, on l'aura donc compris, voilà pour les grandes lignes de votre programme, sur ce point-là en tout cas. Il nous reste 6 minutes exactement. Il y a quelques années, c'était les Italiens, les personnes en tête de liste. Le fondamental. C'était très bien et ils sont très bien intégrés. Mais pourquoi monsieur, c'était très bien? Parce que les Italiens, c'est comme les Roumains, ils ont accepté et ils ont de la même culture que nous, judéo-chrétiennes. Hein. Voilà, on va pas faire tout débat, sinon on est reparti pour 10 minutes. Merci. On va parler du climat maintenant. Hein. Nos deux jeunes sont là avec nous. Ils manifestent dans les rues depuis quelques semaines. Alors, du côté des jeunes, première question peut-être ou constatation par rapport à votre combat que vous menez. Qu'est-ce que vous avez envie de demander, je dirais, à ces candidats qui se présentent aux élections ici devant nous? Oui, Augustin? J'ai envie de vous demander principalement, pour le nucléaire, vous parlez de rallonger de 10 ans la durée du nucléaire. Mais justement, on essaie d'en sortir avec les déchets et tout ça, car c'est des déchets les plus dangereux. Donc pourquoi rallonger de 10 ans la vie du nucléaire? Voilà, la question est très précise. Dans votre programme, qu'avez-vous prévu? Sur le nucléaire, Monsieur Westhoven? Je vais d'abord parler du nucléaire et puis il va parler de l'agriculture avec l'agroécologie. Donc, sur le nucléaire, alors, pourquoi est-ce qu'on veut prolonger le nucléaire? Parce qu'il y a 5 choses, il y a 5 avantages. Donc, nous, on défend l'éco-réalisme. Donc, c'est vrai qu'on est très opposé, enfin, c'est très différent par rapport à ce que propose Écolo. Mais il n'y a pas que l'écologie. Donc, il y a aussi le problème du prix. On en a parlé tout à l'heure. Le prix sur l'électricité, c'est fondamental de garantir un prix. Il faut garantir l'approvisionnement parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme autre possibilité? Est-ce que vous pensez qu'après 2025, donc c'est dans 6 ans, est-ce que vous pensez que dans 6 ans, on aura d'autres possibilités et d'autres manières d'avoir de l'électricité? Moi, j'ai beaucoup de doutes d'avoir une garantie de l'approvisionnement. Donc, j'ai vraiment des doutes sur ça. Donc, à côté de ça, le nucléaire, donc c'est le prix, mais aussi la recherche et développement. On en a beaucoup parlé avec les formations, etc. On doit vraiment travailler sur la recherche et développement et investir dans la recherche et développement. Et à côté de ça, on pourra avoir des centrales qui sont beaucoup moins polluantes, on pourra réutiliser les déchets. Et là, on a vraiment un secteur à travailler. Et les déchets qui sont là, il faut en faire quelque chose de toute façon. Et donc, on sait que l'humain, depuis la nuit des temps, a toujours trouvé des solutions. On l'a vu avec le numérique. Et donc, on peut trouver des solutions pour le nucléaire. Mais il faut s'en donner les moyens. Et pour s'en donner les moyens, il faut créer de la richesse. Alors, pendant que donc, on maintient un peu le nucléaire, quelle filière proposez-vous pour... quand le nucléaire arrêtera, pour justement fournir le pays en énergie, en électricité, etc. Quelle est votre solution là, en parallèle, puisque je suppose que vous allez à un moment... le nucléaire, on n'arrêtera de toute façon pas du jour au lendemain, c'est impossible. Et je n'ai pas de baguette magique, mais j'aimerais être en 2025, de voir si clairement on va les arrêter, parce que je pense que la réponse est non. Et à côté de ça, il faut savoir aussi que si on parle du climat et de la pollution, le CO2 au niveau du nucléaire, c'est le plus bas carbone. Et donc, on consomme moins de CO2 par rapport à ça. Augustin ? Justement, en parlant de CO2 et de nucléaire, vouloir repousser la fermeture des centrales nucléaires est un certain débat, mais vous dites dans votre programme vouloir garder les avantages des voitures de société qui sont bénéfiques pour l'employé comme pour l'employeur. Alors, est-ce que ce n'est pas une contradiction de vouloir repousser le nucléaire car on est éco-réaliste, mais par contre de vouloir favoriser le transport individuel par rapport au transport en commun, ou en tout cas de vouloir garder les voitures de société qui sont clairement aujourd'hui une source de CO2 non négligeable dans la société actuelle? Alors, nous, on est pour garder les véhicules de société parce que c'est les emplois. Et on a parlé justement avec les syndicats tout à l'heure, et je pense que leur travail aussi, c'est de défendre les travailleurs. Les travailleurs, vous leur posez la question, toutes les personnes qui ont une voiture de société, sur 10, il y en a peut-être un qui va bien vouloir prendre les transports en commun. Les autres, je ne suis pas sûre qu'ils vont vouloir. Et donc, il faut aussi travailler, nous, en tant que politiciens, on doit travailler pour les gens qui travaillent et qui ont besoin de leur voiture. Et donc, il faut trouver des solutions
d'émissions moindres de CO2. Il faut trouver des carburants alternatifs. On parle du biométhane. Donc, on doit aussi travailler sur la recherche et développement par rapport à ça. Et donc, je pense que les transports en commun, c'est une bonne chose. Mais les gens qui travaillent aiment bien leur voiture. En tout cas, en Belgique, aiment bien leur voiture. Et je pense que ça va être très difficile de faire changer les mentalités sur ça. Et ils veulent garder leur voiture. Et donc, une des réponses quant au manque de mobilité qu'on vous a posé il y a quelques minutes, c'est la voiture individuelle. Donc, favoriser la ligne de bus, tout ça, c'est un certain débat, mais la voiture reste quand même primordiale. Il faut un mix des deux. Ici, en fait, le problème, si tu veux, si je prends par exemple l'exemple d'un agent donc, qui est dans le commercial, s'il doit avoir plusieurs clients, ça va être compliqué pour lui de prendre des bus ou des trains. Ou sinon, il va avoir 1 ou 2 clients par jour et donc il va y avoir une perte. Et si tu dis du jour au lendemain à cet agent, écoutez, voilà, on vous donne plus la voiture de société, mais on vous donne en contrepartie un point salarial, la personne, les 3/4 du temps, va te répondre que ça ne l'intéresse pas. Parce que lui va y perdre. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il va devoir acheter une voiture à son nom, il va devoir repayer les assurances, et donc pour lui, il y a une perte. Et après, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, moi, j'ai pas les moyens d'acheter une voiture, donc tu vas te retrouver. Je suis totalement d'accord. Il y a plein de privés ou bien de métiers qui nécessitent une voiture individuelle pour se déplacer de client en client. Après, il y a plein d'autres firmes qui restent basées toute la journée, enfin plein d'autres personnes qui restent basées dans leur firme toute la journée et qui ne bougent pas. Pourquoi alors ne pas leur payer un abonnement de train et peut-être organiser un covoiturage depuis la gare jusqu'au lieu de travail, où je pense qu'il y a en tout cas plein d'autres alternatives que la voiture. En tout cas, quels sont vos incitants? Il nous reste 30 secondes, mais monsieur peut-être qu'il n'est pas encore parlé. Allez-y. Le CO2, c'est une réalité. Il y a beaucoup trop de CO2 à l'heure actuelle dans l'atmosphère, mais il ne faut pas s'obséder non plus là-dessus. Dans le sens que le CO2, il ne vient pas de Mars, il ne vient pas de la Lune. Soit il est dans l'atmosphère, soit il est dans le sol. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on le retrouve à l'heure actuelle en grosse quantité dans l'atmosphère? C'est parce qu'il y a des millions d'années, si on veut, la Terre était peuplée d'immenses fougères qui, par la photosynthèse, ont absorbé une grosse quantité de CO2. Et ça, maintenant, par des glissements de terrain, qu'est-ce qui s'est passé? On ne va pas refaire toute l'histoire de la Terre, si vous voulez bien. Non, mais c'est très important. On a fini le temps, là. Il vous reste 30 secondes. C'est la putréfaction qui a formé le pétrole. Et donc, on redégage cette photosynthèse, je veux dire, en brûlant le pétrole et tous les charbons. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, nous, ce qu'on propose beaucoup, c'est de réintégrer le CO2 dans le sol. Donc, par des systèmes, et là, on aura besoin de l'agriculture, je veux dire, pour le faire. Et l'agriculture, pour conclure l'histoire, elle peut être une source de carburant, donc la méthanisation, le miscanthus, il y a toutes des filières à développer. Et là, moi, je crois absolument que l'agriculture est indispensable pour la sauvegarde de la planète. Et ça, je crois qu'il faut la protéger. Voilà. On est un peu court pour voilà, en très parler, bien. En plus, vous aurez pris la parole comme ça. Voilà, on arrive à la fin de ce débat consacré donc à la société civile. On va passer à notre avant-dernière partie dans cette émission. C'est l'heure à présent de la carte blanche. La carte blanche, le principe est simple. À chaque partie, nous donnons la possibilité de s'exprimer pendant 1 minute face aux téléspectateurs et donc face aux électeurs. On cale le chrono et sans grande surprise, c'est Mme Genot qui va présenter la carte blanche. Alors ça se passe ici, les caméras sont en face de vous, ici, là sur ma droite en tout cas. Vous avez 1 minute, pas plus s'il vous plaît, pour présenter vos priorités. D'accord. Mais donc au niveau des priorités, comme je pense tout le monde ici autour de la table l'a compris, c'est la défense de la classe moyenne, des petites entreprises, des indépendants et des PME. Donc c'est notre priorité. Donc ce que nous voulons faire, c'est déjà amener du pouvoir d'achat, descendre la TVA sur les biens de première nécessité pour redonner le pouvoir d'achat aux personnes. On veut vraiment travailler sur ce secteur, on veut aider les entreprises, on veut baisser les charges sociales et on veut descendre le produit, les 53% de dépenses publiques du produit intérieur brut, le redescendre progressivement à 45%. Donc on veut vraiment travailler avec le privé pour recréer de la richesse et remonter la Wallonie au niveau de la Flandre. Très bien. Ok, voilà, vous n'avez pas utilisé tout votre temps, mais ce n'était pas obligatoire. J'ai respecté le temps. J'ai respecté le temps, mais comme il a débordé un peu sur l'agroécologie, donc je trouvais que c'était important aussi de le souligner. Très bien. Eh bien, merci en tout cas à vous de nous avoir rejoints sur ce plateau et à nos intervenants également pour cette émission. Il nous reste une dernière partie, c'est l'heure à présent du débriefing.
Et pour cela, je rejoins Jean Bonapilet. Bonsoir. Bonsoir. Alors, les listes de Stex, puisqu'il faut les prononcer au pluriel, un parti qu'on ne connaît pas, qu'on a découvert quasiment ici sur ce plateau. Que pensez-vous de la teneur de ce débat ici ce soir? Mais les listes de Stex, ce sont des listes qui font le pari qu'il y a une place à occuper dans le paysage politique belge, dans ce que nous, on va appeler en sciences politiques la droite radicale. Mais en gros, l'idée, c'est qu'il y a des partis comme par exemple la NVA qui arrivent à tenir ce discours plus sceptique sur l'immigration, qui essayent de se concentrer sur les classes moyennes, qui essayent de défendre une diminution massive de la taxation. Donc on se dit qu'il y a une place, manifestement le pari de la liste de Stex. Et puis, on doit maintenant aller en campagne et se retrouver dans des débats comme aujourd'hui. Et ce n'est pas des débats faciles pour les listes de Stex. Et je pense, moi, c'est l'élément principal que je ressors de ce débat. Ce n'est pas un débat facile pour 3 raisons principales quand on étudie un peu ce type de parti nouveau qui essaye d'occuper une nouvelle place sur l'échiquier. C'est pas facile, premièrement, parce qu'on va devoir aller sur des points très détaillés. C'est un débat long, 50 minutes, et donc on doit aller sur des points très détaillés. Or, ce n'est pas un parti qui est installé depuis très longtemps, donc souvent, on n'a pas jusqu'au bout la réponse. Ce sont aussi des candidats, je ne les connais pas personnellement, mais qui m'ont semblé être des candidats nouveaux en politique, et on leur demande de répondre à des questions très précises, ce qui n'est pas facile. Donc déjà, c'est un nouveau parti, ce n'est pas facile de pouvoir aller à ce point-là en détail. Deuxième élément, on leur demande de parler de tout. C'est en général pas ce que ces listes veulent faire. Elles ont quelques priorités qu'elles veulent mettre en avant. Et là, on les amène sur plein de sujets, ce qui est logique, puisque pourtant, les élections quand on est élu, portent sur forcément, on touche tous les sujets. Tout faire. Mais ce n'est pas le plus simple pour ce type de listes qui ont plutôt tendance à se concentrer sur 2 ou 3 priorités, dans le cas des listes de Stex, sur la question de l'immigration, sur la question de la fiscalité, plutôt que sur des points plus variés. Et donc voilà, un nouveau parti a du mal à faire face à ça. Et puis troisièmement, on est aussi face à un débat où les interlocuteurs que vous avez mis face aux listes de Stex, ce ne sont pas ceux qui, en règle générale, sont les premiers à rallier ce positionnement de droite décomplexée et de droite radicale. Et donc, on se retrouve face à des gens qui sont a priori pas convaincus par votre discours. Mais c'est la réalité de terrain. Mais c'est la réalité de terrain. Donc voilà, je pense que ce débat va peut-être trancher avec les autres débats où on va avoir des partis qui existent depuis longtemps, qui ont pu développer une expertise plus solide. Et donc il faudra voir si l'électeur ici veut aller chercher autre chose, une nouvelle offre aussi plutôt. Il va être plus convaincu par les autres partis présents dans les autres soirées électorales. Ouais. Alors les listes de Stex ont un ancrage bruxellois avec évidemment Alain de Stex et je dirais Brabant. Ils débarquent maintenant en Wallonie, en province de Namur aussi. Est-ce que ce sera facile pour les listes de Stex de se faire une place en Wallonie chez nous? Alors, en Wallonie, de façon générale, on voit que c'est pas simple. C'est pas simple de s'imposer comme un nouveau parti. On a un système partisan qui n'a pas très souvent des nouvelles formations politiques qui émergent. Alors certes, on a eu le PTB qui est entré au Parlement et on a eu quelques élus du Parti populaire, mais vraiment occuper une place majeure dans le paysage politique. On a 4 partis qui, depuis plusieurs décennies, structurent le jeu politique, donc c'est pas simple. C'est d'autant moins simple qu'on sait que les électeurs vont être motivés principalement par 2 choses. Le programme du parti et deuxièmement, les personnalités qu'ils connaissent, qu'ils ont déjà vues. Et ici, effectivement, une des difficultés pour les listes de Stex, c'est que le nom le dit déjà. Leur figure de proue, c'est M. de Stex. Il est bruxellois et en Wallonie, et singulièrement en province de Namur, il n'est pas forcément très très connu. Donc ça, c'est un fameux défi. Dernière question, juste, quelles sont les chances de réussite de décrocher un siège? Alors franchement, en province de Namur, c'est pas là où c'est le plus simple. Pourquoi? Parce qu'on est une province où il y a une population un peu plus réduite et donc on a moins d'élus. Et donc ici, pour espérer avoir un siège en province de Namur, que ce soit aux élections régionales ou aux élections fédérales, il faut aller autour des 10-12%. Dans des provinces qui envoient plus d'élus comme le Hainaut ou Liège, on peut, autour de 5%, envoyer ses premiers députés. En province de Namur sera 10%, donc c'est un fameux défi. Et clairement, si on doit détecter un endroit où les listes de Stex vont pouvoir décrocher leur premier siège, ce n'est pas la province de Namur qui vient en haut des priorités, mais peut-être que les résultats me détromperont. Très bien, merci Jean Bonapilet. Rendez-vous le 26 mai en tout cas pour le savoir. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée et à bientôt.